Bonjour, excellent. On est très nombreux. Merci beaucoup d'être présente et présent. Vous êtes toujours fidèles et toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. C'est une grande fierté, un grand témoignage de la reconnaissance que vous avez du grand travail d'humilité qu'on essaye de faire à la fédération pour mettre en valeur les efforts que font nos membres. C'est une de ces rencontres qu'on organise à l'année en personne ou en virtuel pour faire connaître, faire reconnaître l'expertise de nos membres dans différents domaines, en patrimoine, en gouvernance, en gestion des bénévoles. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois personnes qui vont nous parler de leur projet en termes d'archives, que ce soit pour la conservation, la diffusion ou même le rayonnement et la commercialisation des archives, comment les sociétés d'histoire peuvent s'inspirer de ces exemples inspirants qui ont été développés par des membres en termes d'archives. Euh, je vais très vite passer la parole à nos membres, justement, mais je vais les remercier. Marie-Chantal Savard du Lac-Saint-Jean, merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Dufresne, de Merci Hochelaga Maisonneuve. Et puis, depuis Drummondville, oui, je vois Gabriel, depuis la Société d'Histoire de Drummondville. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de votre expérience et d'en faire bénéficier les membres. On va commencer tout de suite avec le cas des archives audiovisuelles. Comment mettre en valeur ce patrimoine qui est assez nouveau, assez difficile à manier et assez difficile à faire connaître. Depuis 2023, oui, 2022. 22. La Société d'Histoire Maria Chapdelaine a développé, en partenariat avec le réseau des archives privées, a développé la plateforme lavoûte.tv, où tous les membres, tous les organismes qui conservent des archives audiovisuelles sont invités à diffuser, à faire connaître ce type d'archives assez particulier. Marie-Chantal, la parole est à vous. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Nous, on aime ça avoir l'occasion de parler de notre projet. On est toujours heureux. Puis là, je trouve ça vraiment plaisant là, comme cadre. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir les autres conférences aussi, donc c'est parfait. Donc, je vais tout de suite commencer mon partage d'écran pour vous présenter mon petit PowerPoint que j'ai préparé. Euh, Dans le fond, nous, on est la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, puis l'initiative La Voûte.tv vient de notre Société d'histoire. On est un service d'archives agréé par BANQ. On est situé à Dolbeau-Mistassini, au nord du lac Saint-Jean. Euh, Puis comment c'est venu? Pourquoi on a eu le besoin de créer une plateforme d'archives audiovisuelles? C'est que nous, ici, dans notre voûte d'archives, notre voûte physique d'archives, la salle d'archives, vous comparez, on a énormément d'archives audiovisuelles, principalement parce qu'on a les fonds d'archives de deux télévisions communautaires. La télévision communautaire Cap-deux-Rives, qui nous a donné 817 VHS, et la télévision communautaire de Normandin, dans laquelle on a 457 de différents formats de cassettes, mais aussi des bandes vidéo magnétiques qui sont un format vraiment un gros défi en passant. Ce qui fait on les a toutes numérisées déjà parce qu'on voulait les conserver avant qu'ils se détériorent. Et si on additionne ça avec tous les autres films de famille ou enregistrements quelconques qu'on a, on en a beaucoup, on a un total de 3000 heures d'enregistrement sonore et 7300 heures d'images en mouvement, ce qui est quand même considérable et vous comprendrez que ça prend de l'espace sur les disques aussi, ce qui est qui fait partie du défi. Euh, pour nous, la diffusion des archives, ça fait partie de notre mission. Oui, il y a l'acquisition, la conservation, le traitement, mais ici, on a toujours eu la diffusion vraiment comme proche du cœur. C'est important pour nous de faire connaître nos archives, de faire connaître notre histoire. Puis on a un peu par hasard, là, on s'est rendu compte qu'on avait tout un intérêt assez marqué pour l'audiovisuel. Tu sais, j'ai rien contre les photos, mais l'audiovisuel, c'est en mouvement. Tu sais, on voit vraiment l'histoire en mouvement, ça bouge. Puis pour nous, on trouvait ça vraiment très, très important de pouvoir les mettre en valeur et de les préserver. Euh, Par contre, ben, pour les diffuser, pour les montrer aux gens, on n'a pas le choix de les numériser parce que, bon, on n'a plus de projecteurs dans nos maisons, on n'a même plus de lecteurs VHS dans nos maisons. C'est pour ça qu'on les numérise. Puis de toute façon, c'est vraiment des formats qui se détériorent. Puis tu sais,
quand il est trop tard, il n'y a rien à faire, c'est irrécupérable. La bande est démagnétisée, ben on peut rien faire pour la sauver. Euh, c'est pour ça que ici, systématiquement, on les numérise au fur et à mesure, ce qui nous permet là, de les préserver. On a acquis plusieurs appareils pour faire cette numérisation-là. Depuis, ça a commencé peut-être en 2017, je dirais, l'acquisition d'appareils audiovisuels. C'est des appareils rares, c'est des appareils coûteux. On a des fournisseurs un peu partout dans le monde. On a des choses qui viennent du Texas, de la Grande-Bretagne. Il faut vraiment comme connaître un peu là, où aller magasiner pour les avoir. Pour les entretenir aussi, parce que bon, c'est des vieilles machines, ça brise, il faut avoir un réparateur. On est chanceux, on en a un pas trop loin ici qui s'y connaît vraiment, ça nous aide beaucoup. Puis là, ici, là, sur ma diapositive, vous voyez, j'ai mis une petite citation de l'UNESCO là, ça représente, tu sais, vraiment comment qu'on voit ça, les choses, là. Eux, c'est les recommandations qu'ils ont faites pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement en 1980, qui dit que l'accès aux œuvres et aux sources d'information des images en mouvement doivent être, l'accès à ces œuvres-là devrait être facilité autant que possible. Fait que nous, c'est vraiment notre ligne directrice là, depuis longtemps ici, de fonctionner comme ça. Euh, on a eu un premier projet avec notre fonds d'archives, la télévision communautaire de Normandin. En fait, c'est la plus vieille télévision communautaire au Canada. Donc, quand ils ont fêté leurs 50 ans, on avait un projet de mise en valeur des archives. On a numérisé et mis en ligne 485 archives. Et là, les moyens qu'on avait à ce moment-là, ben, c'était YouTube. Donc, mais là, les descriptions, il n'y avait pas vraiment de cadre pour lier les métadonnées, ce qui fait qu'on fonctionnait avec notre instrument de recherche dans lequel on avait vraiment notre description archivistique. Puis là, ben, les gens pouvaient cliquer sur le lien puis aller voir la vidéo. Puis là, oh, j'ai une question, il fallait retourner sur le document. Honnêtement, c'était vraiment pas convivial. Puis c'était vraiment, vraiment du travail pour nous aussi à faire fonctionner. Déjà là, on se disait, ça nous prend une solution. Notre solution, ça a été l'appel de projet Ambition numérique qui a eu lieu en 2021. C'est là qu'on a monté notre projet de créer une plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles. Puis, on s'est allié ben, au regroupement des services d'archives privés agréés du Québec parce qu'on voulait, oui, on savait qu'on avait des archives qu'on voulait mettre en valeur, mais on voulait vraiment que la plateforme couvre tout le Québec. Puis, on savait aussi que nos partenaires d'URSAPAC, ben, il y avait les mêmes problèmes que nous. Avec cette subvention-là, on a couvert deux volets. On avait, bon, évidemment, la diffusion avec la création de la plateforme, mais si on voulait avoir des archives à diffuser, ben, il fallait les numériser. Ce qui nous a permis de subventionner la numérisation des archives de nos partenaires. En dedans d'un an, environ un petit peu plus, on a numérisé 3000 archives. Fait que là, imaginez, c'est des archives de partout au Québec qu'on allait chercher ou qui arrivaient par la poste, qui passaient quelques mois ici, qu'on numérisait, qu'on renvoyait, que nos partenaires décrivaient. Ça a vraiment été un gros, gros travail, mais ça a vraiment valu la peine, honnêtement. Bon, après ça, ben, on a travaillé sur la création de la plateforme. Notre mission est de rendre accessible et préserver la mémoire collective en offrant aux organismes partenaires un espace commun de diffusion du patrimoine audiovisuel. Ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire des archives qu'on a sur la voûte. On est vraiment une vitrine où nos partenaires peuvent nous envoyer leurs archives pour les mettre en valeur eux aussi. Euh, Quand est venu le temps vraiment de la concevoir, on a fait beaucoup de recherches parce qu'on voulait, tu sais, tant qu'à travailler dessus, on voulait qu'elle soit le plus parfaite possible. Il n'existe pas de plateforme du genre, évidemment, au Québec, parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin d'en faire, mais il n'y en a pas non plus au Canada. Ce qui fait qu'on a cherché surtout là, des plateformes internationales qui existaient déjà. Je pense par exemple à l'INA en France, Archipop. Puis ça m'a surtout servi à voir ce que je voulais pas faire sur la plateforme, là. Quelle amélioration nous on peut faire pour être vraiment, vraiment mieux. On a aussi lu une thèse postdoctorale sur vraiment les archives audiovisuelles, comment les mettre en valeur en ligne. Ça nous a aiguillé un peu sur quelle métadonnée est importante à mettre pour les chercheurs, mais pour le public aussi. Qu'est-ce qu'on voulait donner comme description? Ce qui fait qu'au final, on a une plateforme vraiment quand même simple, avec un outil de recherche assez puissant par facette et des métadonnées détaillées sur chaque archive. On a lancé la voûte.tv à l'automne 2022. Puis c'est pas fini. Tu sais, depuis le lancement, ben nous, on continue de vouloir évoluer, on continue à travailler dessus.
nos objectifs qui évoluent un petit peu, là, mais qui sont un peu là depuis le début. Là, vais vous les nommer, mais après ça, là, je vais un petit peu dire là, où qu'on en est avec ces points-là. Donc, premièrement, ben, on veut augmenter le nombre de partenaires qui diffusent sur la voûte.tv. On veut accroître le contenu de la plateforme. On veut faciliter l'accès par l'abonnement institutionnel. Au moment du lancement, la voûte.tv, c'est un abonnement individuel. Les gens, un peu comme Netflix, un abonnement, on paye, c'est moins cher. On paye pour un an, puis ça se renouvelle à chaque année. Mais là, ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde puisse avoir un moyen d'y accéder gratuitement avec des abonnements institutionnels. Ensuite, bon, on continue ici de développer notre offre de numérisation parce que, bon, je l'ai dit, la numérisation, c'est important pour pouvoir les diffuser. Tout ça fait qu'on veut être le point de convergence des archives audiovisuelles du Québec. Au niveau des partenaires, quand on a lancé, on avait 27 partenaires uniquement d'URSAPAC. Maintenant, on est 32. Puis, c'est pas seulement des membres d'URSAPAC. Tout détenteur d'archives audiovisuelles peut se joindre à la voûte.tv. Une petite nouveauté dont on est très fiers qui est arrivée là, en novembre passé. On couvre maintenant la francophonie canadienne avec un super partenariat qu'on a eu avec la Société historique de la Saskatchewan. On a pu avoir une subvention du ministère de la Culture qui poussait la collaboration entre les organismes culturels de la francophonie. Ils nous ont envoyé, les archives sont venues de la Saskatchewan pour être numérisées ici. Puis pour l'instant, il y en a une trentaine en ligne, puis il va y avoir des ajouts, là. Eux, ils cherchent des projets pour les aider dans la description de leurs archives. Euh, c'est vraiment intéressant, puis c'est un peu un premier pas pour aller chercher d'autres partenaires dans la francophonie canadienne. Dans le fond, eux, ils ont les mêmes enjeux que nous, ils n'ont pas de moyens de diffuser leurs archives, fait que c'est vraiment une belle solution. Une petite note sur le fonctionnement pour nos partenaires. J'ai dit tantôt là, qu'ils demeurent propriétaires de leurs archives. Dans la première phase, nos partenaires ont aidé à la description. C'était un petit peu dans l'entente, là, si on numérisait leurs archives en échange, ils nous les décrivent. Mais maintenant, les nouveaux partenaires, on se rend compte que c'est un peu plus simple qu'on prenne nous-mêmes en charge la description des archives. Il suffit qu'ils nous envoient là, le plus d'informations possible, évidemment. Mais pour nous, c'est un peu plus rapide comme ça. Puis, si quelqu'un veut diffuser ses archives sur la voûte, mais ils ne sont pas numérisés, ben, il y a un rabais sur notre tarif de numérisation parce que, bon, pour nous, ça nous rapporte au final. Euh, le contenu sur la voûte, actuellement, on doit être à 1100 peut-être archives qui sont importées sur la voûte. Euh, c'est moi, c'est moi qui le fais. Puis je vais vous avouer que j'ai beaucoup de travail, ce qui fait que c'est un petit peu ralenti par moment. L'été, souvent, j'ai des étudiantes qui viennent m'aider, ça va bien, on est capable d'en mettre plus. Fait que c'est un peu un défi aussi là, de continuer d'accroître parce que le temps nous manque. Puis comme on veut que ce soit vraiment fait de manière uniforme, ben, c'est pour ça un petit peu là, que c'est plus moi qui m'en occupe, ça permet d'aller chercher ça. Moi ou mes collègues, des fois, j'ai de l'aide, je suis chanceuse. On continue de chercher évidemment des nouveaux partenaires parce que bon, ça nous permet d'avoir plus de contenu. On poursuit la numérisation le plus possible de nos partenaires ou de nouveaux partenaires, sauf que ça, c'est vraiment un défi parce que ils n'ont pas nécessairement les moyens pour... c'est quand même coûteux, on va se le dire, la numérisation. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Coûteux, oui, le coût de la numérisation, mais le temps aussi que ça prend pour emballer ces archives, décider lesquelles on numérise, lesquelles on priorise, après ça, tout vérifier, l'espace de stockage pour les fichiers une fois que c'est terminé. Puis, il n'existe pas nécessairement de financement vraiment comme global pour ça, c'est difficile. Ce qu'on aimerait, nous, ce qu'on travaille un petit peu là, en arrière-plan, c'est d'aller rechercher, on aimerait ça avoir une bonne subvention pour subventionner la numérisation des archives de nos partenaires, comme on avait fait à notre première phase. C'est vraiment ça qui fait bien, là. Fait que ça, c'est un travail sur lequel on pousse un peu. On essaie aussi, là, on travaille pour avoir des collections de films amateurs. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de films amateurs au Québec qui étaient chez des collectionneurs, puis qui dorment, puis qui sont peu connus. On espère que ça fonctionne. C'est quand même du travail, puis ça va être du travail pour nous de les numériser puis de les décrire, mais ça va nous permettre de mettre en valeur ce patrimoine-là plutôt qu'il continue de dormir. Ensuite, la- l'abonnement institutionnel, donc je disais qu'on veut le rendre accessible à tous. Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec depuis 2024, on a une entente avec Biblio Presto qui fait que certaines bibliothèques publiques offrent la voûte.tv à leurs abonnés, dont BANQ.
Ce qui fait que tout le monde au Québec maintenant, avec un compte BNQ qui se crée en quelques secondes en ligne, peut accéder à la voûte.tv via leurs ressources en ligne. Puis pour nous, c'est vraiment une grosse victoire parce que c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit connu. On fait pas ça pour faire de l'argent, on fait ça pour faire connaître nos archives. Puis là, ben, la prochaine étape sur laquelle on va travailler, c'est les universités parce que bon, ça a énormément de potentiel historique, pas juste pour les professeurs d'histoire, en fait, pour plein de domaines, ce qu'on retrouve sur la voûte.tv. Donc, on va travailler pour essayer de la rendre disponible aux étudiants. Notre service de numérisation, dans le fond, il faut que j'en parle, ma mère n'arrête pas de m'appeler, excusez. Elle connaît pas mon horaire. Euh, le service de numérisation continue de se développer, puis on a vraiment de plus en plus de contrats. C'est le fun. On gagne en notoriété, puis c'est un peu une fierté pour nous ici. Étant donné qu'on est un service d'archives, ça fait que nos partenaires, ben, ils savent que leurs archives sont en sûreté quand ils sont ici parce qu'on sait comment les manipuler, ils sont protégés dans notre voûte. On a un nouveau numériseur. Je dirais qu'après la voûte, c'est comme mon deuxième bébé de travail, là. Notre numériseur Saint-El qui est arrivé ici l'été passé, je suis en train de développer mes connaissances dessus. Il va tellement bien. Il y en a seulement trois au Québec, puis on est les seuls qui l'utilisent pour la clientèle. Les autres entreprises, c'est des entreprises privées qui le prennent seulement pour leur propre film. C'est vraiment, vraiment une grosse acquisition, là. C'est vraiment un beau cadeau qu'on s'est fait. Ben, un cadeau. Ça sert, là, mais pour moi, c'est un cadeau. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de mettre en valeur un service de libération des droits sur les archives parce que, bon, ils peuvent être utilisés peut-être dans des projets télévisuels, dans des documentaires, les images qu'on a. On essaie de mettre ça en valeur. Euh, en plus de mettre en valeur nos archives, ben, ça nous donne quand même des revenus supplémentaires. Puis ce qu'on veut travailler avec nos partenaires, c'est que si nos partenaires, puis tu sais, nous-mêmes à la Société d'Histoire, ben, si on vend les droits d'image sur nos archives, ben, les revenus que ça nous rapporte, ils peuvent nous servir à numériser encore plus d'archives. Ça serait vraiment utile. Fait que ça, cette année, là, c'est un autre gros projet sur lequel on travaille. Et l'autre gros projet sur lequel on travaille, c'est notre série télé Dans la voûte, qu'on fait en partenariat avec la télé du Haut-du-Lac. On est vraiment chanceux parce que on s'en était parlé un petit peu, puis ils nous ont approchés, puis pour eux, c'est vraiment un projet intéressant pour nous. Ça nous met en valeur nos archives, ça nous permet d'explorer des thèmes puis d'en discuter, des contextualiser, parce que les gens, ils peuvent aller sur la voûte, mais s'ils n'ont pas nécessairement de connaissance du sujet, des fois, les archives sont muettes, tu sais, à part la description, on n'a pas vraiment de contexte. Puis là, ben, on fait ça, bon, sans prétention, puis avec un peu d'humour, on va se le dire, mais ça fait que nous, on trouve que ça les rend plus accessibles un peu à tout le monde, là, nos archives, puis on espère vraiment qu'il va y avoir une saison 2. Il va y avoir 12 épisodes, là. Il y en a déjà 5 de sortie cette saison-ci. Je vous invite à aller les visionner sur le YouTube de Télé du Haut-du-Lac ou sur leur site directement la Télé du Haut-du-Lac. Puis sur le Facebook de la Voûte, moi, je partage des extraits régulièrement, là. On est bien fiers. C'est pas pour nous vanter, là, mais on est bien fiers de ce qu'on a fait. Le résultat est au-delà de nos attentes. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Je m'étais dit que j'irais peut-être. Je vais Oui, pas. on a un peu de temps et puis j'envoie effectivement les gens, si vous ne connaissez pas encore la voûte, à aller voir. C'est vraiment Allez-y, c'est ça. comme Netflix parce que vous pouvez avoir des aperçus des premières secondes, puis si vous voulez acheter à l'unité ou acquérir un abonnement institutionnel ou passer par une plateforme comme BNQ, ça j'ignorais que c'était maintenant avec BNQ, c'est assez fabuleux. Si une société d'histoire ou peu importe un individu veut vous rejoindre pour bénéficier du service de numérisation ou de la diffusion, tout est sur la voûte, Marie-Chantal? Oui, oui, il y a un formulaire contact sur la voûte, puis ça arrive directement dans ma boîte courriel, donc ça, c'est facile. Excellent. On a une question rapidement dans le chat. Est-ce que des sociétés avec des bénévoles capables pourraient faire ce travail selon les critères qui correspondent à la voûte? La description, je pense, ben, probablement au niveau de la description, je pose la question, là. Mhm. C'est Probablement vous aider faisable. dans les métadonnées, j'imagine, Ouais, le pré-traitement. c'est faisable, mais d'expérience. En tout cas, c'est à voir. Honnêtement, c'est à voir parce que moi, j'ai eu beaucoup de personnes différentes qui m'ont aidé, puis je me rends compte que des fois, c'est plus long réviser.
Mhm. que le faire. Mais tu sais, j'ai quand même nos nouveaux partenaires puis les autres, j'ai tu sais, une petite formation sur. Ça dépend des gens. Pour vrai, des fois, ça va vraiment bien, là. Je veux pas Mhm. dénigrer les gens, mais tu sais, des fois, c'est juste au niveau du temps. Euh, c'est ça. Des fois, c'est plus simple qu'on le fasse de notre côté ici, mais c'est sûr que tout le monde pourrait le faire, là. Ouais, tout le monde pourrait au moins assister, pardon, assister au travail de description. Puis Ouais. la partie technologique, c'est certain que c'est là où vous avez développé une expertise qui est assez intéressante à diffuser, à faire connaître. On appréciera surtout que les archives et les fonds soient clairement identifiés. Donc ça, c'est une belle visibilité pour vos archives. Et puis, entre les lignes, on comprend que oui, il y a probablement des coûts associés, mais il y a aussi des revenus qui peuvent être associés, sans parler même de la possibilité de rayonner, de faire connaître des fonds qui vont être demandés, qui vont être de plus en plus demandés et de plus en plus négociés auprès des diffuseurs pour des reportages ou autres. C'est assez intéressant de faire connaître Ouais. ce, ce type de médium, de médias. Quels sont les coûts pour être membre? Super intéressant. Le coût individuel, actuellement, on s'abonne directement sur lavoûte.tv, c'est 19,99 $ par année. Je l'ai dit, c'est vraiment très peu coûteux, c'est pas grand-chose, là. Mhm. Puis dans un On contexte. voulait le rendre accessible. Tu sais, au début, on a eu une grosse réflexion, puis au final, on s'est dit non, on y va le plus bas qu'on peut pour être sûr que les gens ils s'abonnent, là, Mhm. Non, c'est une bonne manière d'avoir de la vieille bonne télé québécoise avec les archives, toutes les archives des télés communautaires. ouais, Euh, Abonnez-vous aussi aux médias sociaux de la voûte à chaque événement assez important ou intéressant ou rigolo même. La voûte va vous sortir des extraits de ce qui peut être découvert. C'est très, très bien animé. Merci beaucoup, Marie-Chantal. merci. On va retourner à des archives photographiques un peu plus classiques, mais je donnerai la parole à Olivier Dufresne de l'atelier d'histoire Merci Hochelaga Maisonneuve, qui on connaît beaucoup d'outils pour diffuser, conserver et rendre disponibles au grand public les fonds d'archives. Et l'atelier d'histoire a fait un choix assez intéressant en allant vers une nouvelle plateforme, en s'écartant, en faisant un petit peu un pas de côté sur les pratiques traditionnelles, les pratiques habituelles de nos sociétés d'histoire pour mettre en place son catalogue. Olivier, je voulais nous en parler. La parole est à vous. Ben, merci beaucoup, Jean. Merci à la Fédération Histoire Québec pour cette belle opportunité. Donc, c'est ça, je me présente, Olivier. Je suis directeur de l'atelier d'histoire depuis janvier 2022. Je vous dis tout ça puisque c'est un peu la genèse du projet. Je vais juste ouvrir mon diapo. Euh, OK. La genèse du projet, lorsque j'arrive à l'atelier d'histoire comme directeur en janvier 2022, ben, le principal problème auquel je fais face, ben, un des problèmes auxquels je fais face, c'est qu'on a une belle collection d'images qui a été numérisée à travers le temps, donc d'images historiques. Et je me rends compte que souvent, ben, la demande du public, mais également de d'autres institutions muséales, c'est des questions qui concernent notre collection d'archives photographiques. J'ai l'avantage que la majorité d'entre elles, des photos sont numérisées, sauf que à travers le temps, selon les différentes directions, il y a eu différents systèmes de classement. Ben, les anciens directeurs connaissaient très bien la collection, donc ils étaient capables de repérer facilement. Moi, je viens d'arriver, donc je la connais pas vraiment bien. Et ben, c'est ça, c'est un peu difficile de trouver les photos. Ça demande beaucoup de travail. Et donc, on a ça et c'est ça. Donc, il n'y a pas de description de fond qui est systématique. On a plusieurs systèmes. Et donc, là, le besoin, c'est de se dire, ben, ça serait intéressant d'avoir un catalogue en ligne comme BNQ Numérique en a un, par exemple, le Busy McCord, différentes grandes institutions ont pour, d'une part, diffuser nos photos au grand public, permettre au grand public de lui-même faire une recherche dans notre collection, mais aussi de faciliter la recherche de notre côté. Donc, ce type de projet-là, ben, allait nous forcer donc à classer et traiter notre collection de photos de manière systématique, détaillée, tout en gardant un système de traitement facile à utiliser et qui limite les coûts.
Donc, on est une société d'histoire où on fait l'histoire finalement d'un arrondissement de Montréal, donc une société d'histoire assez locale qui n'a pas des grands revenus financiers. Donc, la question de l'argent, puis j'imagine que c'est le cas de beaucoup de sociétés d'histoire, ben, elle est très importante. Et donc, on voulait faire ce catalogue numérique accessible à tous. Et c'est ça, un catalogue qui s'arrime aux réalités d'une société d'histoire locale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a souvent des bénévoles qui sont très impliqués, qui ont envie de participer au projet. Et donc, on avait donc envie de mettre sur pied une solution à laquelle des bénévoles allaient pouvoir participer pour diffuser nos photos. Et la solution, finalement, ben, je vais vous la montrer. On a aujourd'hui un catalogue en ligne. Est-ce qu'on voit le catalogue? On est présentement encore sur la présentation. OK. On va changer le partage. Donc, voici le catalogue, ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Vous pouvez y accéder tous et un chacun en ligne avec catalogue mhm.org. Et il y a différentes manières de fouiller notre collection d'images qui est en ligne sur ce catalogue-là. Ici, vous avez une barre de recherche plein texte où est-ce que vous pouvez mettre des mots-clés, là, comme un peu vous avez l'habitude de faire sans doute sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Il y a d'autres manières d'explorer. Il y a évidemment la manière de l'explorer par fond. Chaque fond, ben, c'est les donateurs des photos donnent leur nom au fond. Et ensuite de ça, donc une manière d'explorer par fond. Il y a aussi une manière d'explorer par type de photo. Si on veut avoir des portraits, des groupes d'individus, des paysages urbains, donc en cliquant sur l'un de ces boutons-là, toutes les photos à laquelle la donnée portrait, groupe d'individus est associée, ça peut fonctionner. Possibilité également d'explorer par décennie et finalement par quartier. Donc là, il y a plusieurs manières d'explorer cette collection d'images qui se trouve en ligne. Sans doute, vous vous demandez comment est-ce qu'on fait donc pour mettre ces informations autour d'une photo et pour qu'elle puisse être explorée en ligne. Donc, comme je disais, un de nos gros enjeux à la société, à l'atelier d'histoire, c'est qu'on n'a pas eu de subvention pour ce projet-là. C'est donc quelque chose qui devait un petit peu se faire sur le peu d'argent qu'on a, donc beaucoup par du bénévolat. Donc, pour traiter les images, on a décidé d'utiliser l'équivalent de la grille Excel qu'on trouve sur Google, les Google Sheets. Là, ce que je vous montre, c'est ce sur quoi les bénévoles, puisque un autre des enjeux, c'était que c'était c'était des bénévoles qui devaient traiter ces photos-là, donc mettre les informations autour des photos. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le premier fond qu'on a traité. Ça, c'est pas sur le site Internet, c'est vraiment du côté de l'atelier d'histoire. Vous voyez, on a toutes les photos et on a une grille de traitement. Sur la grille de traitement, il y a la cote et ensuite de ça, on retrouve les différentes données qu'on peut trouver typiquement sur une photo, donc son titre, la description, le nom du fond, la date, ensuite de ça, la période, l'adresse. On a aussi décidé de mettre les localisations GPS lorsque c'était possible et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Et à ces différentes informations, on a aussi mis sur pied un système de tags qui permet d'associer les informations qui ont trait aux principaux sujets des photos. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait en sorte que là, la grille de traitement que je vous ai présentée, la première photo, c'est celle qu'on peut retrouver sur le site Internet. Donc là, vous voyez, il y a le titre, il y a la description de la photo, la date, toutes ces informations-là. Et ensuite de ça, il y a le système de tags que vous trouvez ici. Donc, c'est les principaux éléments qu'on trouve sur la photo. Et admettons que les chiens nous intéressent, mais si on clique sur le tag chien, toutes les photos dans notre collection qui sont taguées
chiens, ben, vont apparaître à la personne qui consulte notre catalogue. Donc là, on peut voir qu'à une certaine époque, sans doute là, à la suite d'une grande tempête de neige, des enfants étaient tirés dans un traîneau propulsé par un chien. Donc, je vais retourner sur ma présentation. Donc, vous voyez un peu, ben, vous avez vu notre catalogue, comment ça fonctionne. Donc, ça permet de faciliter nos recherches à nous. Ça permet aussi un accès aux citoyens. Et ça a été fait dans l'objectif de limiter au maximum les coûts puis faciliter l'utilisation pour les chercheurs et les bénévoles. Donc, comment ça fonctionne? Je vous ai montré la Google Sheet, qui, comme je l'ai dit, est un peu l'équivalent d'une grille Excel, mais sur Google. Ben, ça a l'avantage d'être gratuit, accessible partout. Et puisque nous, on a déjà codé cette feuille-là, ben, n'importe quelle autre société qui voudrait intégrer ce type de grille pour traiter sa collection d'images, ben, nous, ça nous ferait plaisir de partager ces codes-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lorsqu'on a pensé la grille, on a essayé aussi de la faire pour qu'elle soit visuellement simple, attrayante, facile à utiliser, pour que des bénévoles, après une courte formation, 1 heure, 2 heures, soient en mesure de eux-mêmes ben, traiter les photos de notre collection, puisque, comme je l'expliquais, ben, pour nous, on n'a pas vraiment l'argent pour embaucher des archivistes, des techniciens en archivistique qui pourraient faire ce traitement-là. Ensuite de ça, le site Internet sur lequel ces photos sont accessibles, c'est un autre gros enjeu. On a décidé d'utiliser la plateforme Shopify. Pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, Shopify, c'est un peu l'équivalent de WordPress, mais pour des sites Internet, qui est pour des boutiques en ligne, finalement. Puis l'idée de départ, ça a été un peu de se dire, ben, finalement, un catalogue d'images en ligne, c'est un peu comme une boutique en ligne. C'est un ensemble de photos auxquelles on accorde des données et qui sont présentées en ligne. Shopify comme site Internet, ben donc ça coûte environ 500 par année pour avoir notre site Internet Shopify. Et ben, ça a plusieurs avantages pour une petite société d'histoire comme nous, puisque ben, Shopify doit assurer ben, d'abord un système très répandu, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs sources d'expertise disponibles sur Internet partout. Il faut voir Shopify, là, des grandes compagnies comme Under Armour utilisent la plateforme Shopify. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir un produit qui est toujours à jour. Toutes les questions de sécurité, ben, c'est eux qui gèrent ça. Il y a également souvent le défi, est-ce qu'un site Internet peut se transférer facilement d'un ordinateur vers une tablette, vers un cellulaire? Ben, Shopify, tout ça est codé. On n'a pas besoin de faire ce type de travail-là. C'est tout assuré par Shopify. Donc, ça fait en sorte qu'on a un site assez robuste et sur laquelle on peut donc rendre accessible notre collection d'images. Force et amélioration future du catalogue, ben, en organisant des données sur des grilles Excel, ben, l'équivalent de grilles Excel, ben, ça facilite. Ce qu'on se rend compte, c'est aussi que ça facilite leur utilisation pour de futurs projets numériques. Puisque là, en classant l'ensemble des données autour de chacune des photos dans une grille Excel, puis ensuite de ça, c'est assez facile de les transférer pour faire d'autres projets. On travaille en ce moment sur un projet de carte interactive qui devrait être dévoilé au mois de juin, qui va être une autre manière d'explorer la collection. C'est donc dire que toutes nos photos, lorsque je vous disais, elles sont géolocalisées par nos bénévoles, bien là, toutes les photos qui seront géolocalisées ça va être possible de les voir sur une carte ben, actuelle du territoire. Donc, on pourra vraiment voir ben, par exemple, quelqu'un qui habite le quartier il aimerait voir est-ce qu'il y a une photo de ma maison. Ben, ça va être facile pour lui en regardant sur la carte ben, de voir s'il y a des points qui sont à l'endroit où se trouve sa maison.
Ensuite de ça, on s'est dit aussi, ben, l'organisation de ces données en gré peut-être pourrait faciliter l'utilisation ben, pour un projet en intelligence artificielle. Donc, ça, c'est des idées qu'on se lançait. Peut-être qu'on pourrait développer une intelligence artificielle qui serait elle-même en mesure de accorder des données aux photos, de les traiter un peu automatiquement, si vous voulez. On n'a pas rien testé en ce sens-là. Ça reste de l'ordre des idées. Ensuite de ça, ben, c'est une très belle vitrine pour l'atelier d'histoire, pour les citoyens de l'arrondissement. Donc, les photos, comme je le disais au début de la présentation, qui sont souvent les archives qui intéressent le grand public, ben là, elles sont vraiment accessibles sur un site qui est assez beau, qui est très beau, et sensibilise les citoyens ben, aussi à la valeur de leurs archives iconographiques. Donc, des fois, il y a une boîte avec les photos des grands-parents, puis ils ne savent pas trop quoi en faire. Mais là, en voyant ce site Internet-là passer sur les réseaux sociaux, ben, ils se rendent compte qu'il y a une certaine valeur à ça, et ça permet, nous, à l'atelier, ben, de bonifier notre collection d'archives iconographiques. Et ben, finalement, aussi, ce qu'on trouve le plus intéressant que ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qu'on pense qui peut être intéressant pour plusieurs sociétés d'histoire et qui peut s'exporter assez facilement puisqu'il a été fait dans le contexte d'une société d'histoire, donc un contexte où je pense qu'il se ressemble à plusieurs d'entre vous, c'est-à-dire où il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup d'archives iconographiques, mais peut-être qu'il n'y a peut-être pas tant d'argent que ça pour les mettre en valeur. Donc, ben aussi, il y a un travail à faire, là. Donc, développer le moteur de recherche, améliorer l'expérience utilisateur sur le catalogue. Donc, évidemment, il y a plein de travail à faire à ce niveau-là, des améliorations continues. Puis, il y a toujours le défi que c'est une plateforme de vente en ligne. Donc, il faut des fois jouer un petit peu avec les paramètres pour réussir à faire ce qu'on veut. Donc, ben, ça conclut un peu ce que j'avais envie de vous partager. Euh, Peut-être juste pour terminer, un des éléments qu'on parle de l'expérience utilisateur sur le catalogue. Je vais retourner à mon catalogue. On a mis un bouton qui s'appelle Photo au hasard. Donc, un utilisateur qui va juste sur notre site Internet et cliquerait sur la photo au hasard, ben, va tomber à chaque fois qu'il clique sur le catalogue, sur une photo de notre catalogue, un peu au hasard. Donc, ça permet de se promener au hasard des photos de notre catalogue et de faire des découvertes super intéressantes. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, c'est un beau projet. Visuellement, c'est vraiment le fun de naviguer dedans. C'est vraiment très agréable de naviguer dedans et puis de découvrir au hasard ou de chercher par mots-clés. Ça change beaucoup de ce qu'on connaît. Malheureusement, il y a certains catalogues qui sont un peu moins pensés dans l'expérience utilisateur pour être poli. C'est aussi un pas de côté par rapport aux méthodes qui sont habituellement faites, notamment en termes de protection, de diffusion et donc de contrôle de la diffusion des archives. On a justement des questions. Est-ce que les photos sont vendues à Spotify, à Shopify, et est-ce que cela génère des revenus quelconques d'une manière ou d'une autre? Les photos ne sont pas vendues à Shopify et ne sont pas hébergées par Shopify. Donc, les photos sont hébergées sur un serveur qui nous appartient, en l'occurrence le serveur de notre site Internet. Et Shopify, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il parle à notre serveur du site Internet et peut montrer l'image. Et oui, c'est ça. Donc, en ce qui concerne la vente des images, ben, Shopify présente un peu l'avantage que nous, on peut vendre des licences d'utilisation pour ces images-là au musée, par exemple, de la ville de Montréal, qui vont des fois faire des expositions qui ont trait à des sujets où ils trouvent qu'on a des belles photos. Mais là, ça facilite la vente de ces images-là. Mais est-ce qu'on en vend beaucoup de licences d'utilisation? Non, pas vraiment. Vous avez aussi remarqué que nous, on a fait le choix de présenter les photos en assez bonne qualité et sans grande protection. Puisqu'on s'est dit, ben, pour nous, le plus important, c'est la diffusion. Et de toute manière, les institutions qui vont acheter des licences d'utilisation, ben, ils vont le faire qu'elles soient protégées ou pas. C'est une décision qu'on a prise, nous, personnellement. D'autres qui voudraient mettre un filtre pour protéger leurs photos, ben, ça pourrait très bien se faire sur votre propre catalogue, là, mettons.
Mais nous, on a pris la décision de faciliter la diffusion. Parfait. Merci beaucoup. Donc, un projet intéressant et dans la forme et dans la conception et qui a été pensé dès le départ à l'atelier comme un projet pilote, en tout cas un modèle à proposer, pas forcément à suivre, mais à proposer aux autres organismes qui veulent repenser ou partir de zéro pour leur diffusion d'archives et de catalogues. Merci beaucoup, Olivier. Merci. On va continuer avec le centre du Québec. On irait à Drummondville. Lorsque la fédération s'est rendue à la rencontre régionale à Drummondville, nous avons été accueillis par ces membres-là. Et puis, on a été témoin d'un débat qui avait lieu à l'intérieur même de l'organisme, à savoir quel usage doit-on faire de l'intelligence artificielle dans le traitement des photos. Je ne ferai pas un laïus sur l'intelligence artificielle, on ne peut pas y couper. Et l'avantage que nous avons avec Gabriel aujourd'hui et la Société d'histoire de Drummondville, c'est que des personnes se sont posées la question. Donc, Gabriel, pouvez-vous un petit peu nous parler de ces échanges internes qui ont donné lieu à un très beau livre sur un sujet qui méritait qu'on retrouve des photos et qu'on les remette en valeur? Oui, bien sûr. Je partage mon écran également. On voit Alors, la on présentation. va... Comment? On voit la présentation, tout est correct. OK, c'est bon. Donc, oui, c'est ça. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la retouche des photographies historiques. Donc, je commence par un cours d'introduction sur la Société d'histoire de Drummond. On a été initié en 1957, mais on est officiellement fondé en 1961. On est aussi reconnu comme un service d'archives privé agréé par BNQ depuis 2008. On est au sein de l'édifice Francine Ruécheval, donc l'édifice qu'on voit derrière depuis 2017, c'est à Drummondville. Ça héberge aussi la bibliothèque publique de Drummondville. Donc, c'est vraiment un lieu central pour la culture à Drummondville. On est 4 employés à temps plein là, et environ 40 bénévoles, là, ce qui inclut les bénévoles du quotidien et les membres du conseil d'administration. Euh, Comme la plupart des centres d'archives un peu, là, donc la mission, c'est de conserver le patrimoine documentaire de la MRC de Drummond et non pas seulement de Drummondville, là, et d'en faire connaître l'histoire. On conserve quand même beaucoup de documents, là, 381 mètres linéaires de documents textuels, là, on espère atteindre le 1 million de photos là, éventuellement bientôt. Aussi des cartes, des plans, les images en mouvement, enregistrements sonores. On avait participé d'ailleurs à la voûte, là, donc on a des dépôts là-dessus également. On conserve aussi des journaux et des artefacts. On a beaucoup de projets d'animation, de conférences, des guides, des pédagogiques, etc. On fait des expositions, que ce soit physiques, virtuelles, publications d'articles, de revues, de livres, etc. Et toutes sortes d'autres événements et projets culturels. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, une solution. Je vais parler un peu plus du livre Voices Lost in Time. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Barry Huss, qui est membre de notre conseil d'administration, et par Nick Fonda en 2024. Ça a été édité par la Société d'histoire de Drummond. Ça a apparu en novembre dernier. Au fond, ça met de l'avant 36 biographies de personnalités anglophones de la région de Drummondville. Et il y a un problème qui s'est posé, c'est la rareté et surtout la qualité des photographies pour certaines de ces personnalités. Et les auteurs se sont demandé comment pallier, je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint a avancé, comment pallier à ce problème-là. Donc, on voit toujours bien mon écran. Oui, oui, oui. On OK. voit, on voit l'écran. OK. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être une solution? En fait, la mauvaise qualité là, de plusieurs photos qui ont été trouvées par les auteurs, mais aussi le manque d'alternatives. Pourquoi ça?
Le manque d'alternatives ont poussé les auteurs à explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir retoucher ces photographies-là, puis les rendre meilleures là, pour les gens qui vont acheter le livre éventuellement. Sauf qu'au départ, les auteurs ne nous ont pas avertis de leur processus avant de nous remettre les photographies. Donc, on a eu un petit peu de surprise là, parce qu'on connaissait quand même plusieurs de ces photographies-là dans leur version originale. Tandis que pour d'autres, ben, c'était juste flagrant là, qu'il y avait eu des retouches. Donc, est-ce que utiliser l'intelligence artificielle est une bonne idée? Parfois non, parfois oui, mais surtout dans quelles limites? Je vais vous donner des exemples de retouches qui ont été faites. Ici, on a une dame, la version originale est toujours à gauche. Vous avez, je pense, bien vu, là. La version à droite, c'est celle qui a été retouchée par l'intelligence artificielle. Il y a quand même beaucoup de changements là, qu'on peut percevoir, là, surtout au niveau du visage de la personne. Les boucles d'oreilles qui sont beaucoup plus lustrées. Je pense que la personne semble plus jeune. Pour certains, on va dire moins de rides. Pour d'autres, on va dire plus de rides, surtout au niveau des yeux. Excusez, là, il doit y avoir un truc automatique. Bon, j'ai pas désactivé. Au niveau des yeux, il y a plus de rides, mais dans l'ensemble, on a l'impression que la dame est plus jeune. Et aussi, là, vous voyez la version noir et blanc, mais en fait, c'est une version couleur, là, même que l'intelligence artificielle avait ajouté un peu de rouge à lèvres, là, il y avait une petite teinte rosée, etc. Donc, à la rencontre qu'on avait eue là, pour la rencontre régionale que la FHQ avait organisée à Drummondville, on a fait un petit sondage justement auprès des jeunes pour voir est-ce que vous accepteriez oui ou non ces retouches-là. Dans ce cadre, pour cette photo-là, il y a toujours 10 réponses, là. Donc il y a 2 oui et 8 non. Donc, généralement, là, c'est que la personne a l'air rajeunie, c'est le principal argument là, pour ça. Ici, un autre exemple qui a été pas mal plus accepté. Donc, il y a eu 9 oui versus un non. Euh, c'est plus au niveau de la clarté, un peu plus de clarté au niveau du visage, tout ça, mais on a l'impression que c'est la même personne, c'est pas aussi flagrant que l'autre d'avant. Ici, un autre exemple, beaucoup plus mitigé. Donc, il y a 4 oui, 6 non. Euh, Au niveau des noms, là, les gens disaient que ça manquait de naturel, que le regard de la personne avait vraiment changé. Il y en a d'autres pour qui que oui, il faut accepter les retouches parce qu'autrement, la photographie originale est illisible. Il y en a d'autres pour qui la photographie retouchée ne semblait pas naturelle, etc. Ensuite, un autre exemple, cette fois-ci, c'est 3 oui et 6 non. Euh, Il y en a pour qui on va dire non à la photographie retouchée juste parce que ça n'apporte pas assez. Ça n'apporte rien de plus que la photo originale. Donc ça, c'était un argument. Euh, Encore une fois, le regard qui a changé, ça enlève l'aspect historique de la photo. Donc, le grain, le côté plus vieillot de la photo. Donc, ça, c'est d'autres arguments. Dans ce cas-ci, là, c'est 7 oui, 3 non qui avait été dit. C'est un peu plus, ça a été accepté davantage parce que ça améliore la clarté de la photo sans nécessairement changer les traits des personnes, etc. Donc, il n'y a rien de majeur, ça n'enlève pas nécessairement l'aspect historique, etc. Bon, on tombe dans peut-être du matériel un peu plus retouché, là. Donc, là, il y a eu 8 personnes qui ont répondu non. C'est quand même très retouché là, comme photo. On- pour certaines personnes, c'est que le visage était maintenant comme trop parfait, les dents notamment. On ne sait pas s'il y avait exactement cette dentition-là. Les lunettes sont quand même très problématiques. Là. On n'a pas du tout la même forme à gauche, à droite. On a l'impression que la personne louche, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas sur la photographie originale.
La personne a de la barbe sur la photo retouchée, on ne sait pas si elle a de la barbe sur la photo originale. Donc, dans ce cas-ci, là, vraiment, on trouve que les gens ont trouvé que l'intelligence artificielle a pris beaucoup trop de liberté. Ici, ben, c'est la photo par excellence. Il y a exactement 50% de oui et 50% de non. Euh, oui, parce que la photo originale est beaucoup trop floue. Non, parce que ça semble irréel. Est-ce que la personne avait vraiment ce regard-là, cette dentition-là, etc. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est vraiment à débattre. Au niveau des cheveux, là, on sent que c'est pas naturel aussi. L'oreille, là, ça fait un petit peu bizarre là, avec la retouche de l'intelligence artificielle. Ici aussi, en fait, c'est plutôt un non pour les gens, donc surtout les lunettes. C'est flagrant que c'est pas la même lunette qu'à gauche, pas le même verre dans chacun des yeux. La tête a une drôle de forme aussi, donc toutes des raisons pourquoi ça a été rejeté. Et le dernier cas, moi, qui m'a frappé le plus, bon, les gens ont généralement dit non. Euh, il y a plusieurs choses. Donc, la photo originale est très, très floue, là, on s'entend, là, c'est ce que les auteurs avaient enregistré. Ensuite, ils ont passé ça dans l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que la personne a vraiment ce regard-là, cette dentition-là? Il y a vraiment un débat là-dessus. Et moi, j'ai fait des recherches de plus et j'ai trouvé la photo originale, donc celle-ci. Et là, on a vu que l'intelligence artificielle avait acheté des lunettes. Et là, certaines personnes diront que les lunettes de la personne sont dans sa poche et que l'intelligence artificielle lui a mis sur le nez. Mais bon, c'est vraiment différent, là. Donc, il y a eu l'ajout de lunettes. Sur la photo, il y a une moustache. Là, l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y avait pas de moustache. Donc, c'est vraiment le bon exemple pour voir ce que l'intelligence artificielle parfois fait de trop. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, un enjeu éthique. Donc, il y a d'autres problèmes, des problèmes au niveau de l'authenticité, de l'intégrité des images, donc un risque de manipulation d'histoire. L'intelligence artificielle peut modifier des éléments d'une photographie, comme des visages, des objets, des arrière-plans. Ça peut vraiment changer la réalité. Ça peut amener à présenter une version des faits qui est en fait différente de la réalité. Euh, il y a aussi une perte de valeur documentaire. Donc, oui, les photographies, c'est un témoignage précieux du passé, mais quand elles sont retouchées par l'intelligence artificielle, ben, on peut perdre là, de l'authenticité, donc on peut perdre là, la réalité au moment de la prise de la photographie. Transparence et consentement, donc nécessité d'informer le public. Donc, les photographies qu'on a choisi d'utiliser, qui avaient été retouchées par l'intelligence artificielle, mais ça a été bien écrit dans le livre lesquels avaient été retouchés. Au niveau du consentement des personnes représentées aussi. Donc, dans notre cas, là, les personnes étaient toutes décédées, mais il peut y arriver que les personnes soient toujours en vie. Donc, s'assurer qu'ils acceptent là, que peut-être leurs photos soient retouchées à l'aide de l'intelligence artificielle. Et impact sur la mémoire collective. Donc, étant donné que l'intelligence artificielle peut changer beaucoup de choses, ben, il y a quand même un risque d'altération de la mémoire collective. Donc, ce qu'on va léguer aux générations futures, ben, on veut que ça représente bien ce qui était. Donc, l'intelligence artificielle peut apporter des problèmes là-dessus. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ben, quand il n'y a pas d'autres solutions, oui, mais c'est important de ne pas aller trop loin. On l'a vu, là, des fois, l'intelligence artificielle fait n'importe quoi, elle ajoute des choses qui n'étaient pas là. Donc, il faut développer une ligne directrice puis bien encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Au moins, dans notre cas, ben, on a la chance de travailler, pas nécessairement dans l'intelligence artificielle, mais avec des photographies historiques. Donc, on est quand même capable de bien discerner à quel moment ça va trop loin.
voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, je comprends qu'il y a eu parmi les exemples qui ont été présentés, quelques photos ont été choisies, retouchées avec une mention, avec une volonté de transparence en indiquant non seulement le crédit, l'origine de l'archive, mais aussi qu'il y a eu une intervention de l'intelligence artificielle et que d'autres retouches n'ont pas été choisies pour paraître dans le livre. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a des photographies qu'on a décidé de juste utiliser la version originale. Pour nous, l'intelligence artificielle allait trop loin, changer la nature du visage, etc. Il y en a d'autres qui ont été acceptés euh, parce que les auteurs étaient parfois c'était leur volonté, puis bon, on ne voulait pas trop faire le chien aussi, là. Fait que le compromis, c'était justement d'indiquer lesquels avaient été retouchés par l'intelligence artificielle. Voilà. Ok. Et on a des questions techniques. Quels sont les logiciels ou les sites web que vous avez utilisés? Est-ce qu'il y a des consignes particulières, des prompts que vous avez donnés aux intelligences artificielles pour faire ces retouches? Non, ben, vraiment les auteurs qui nous ont remis des photographies comme ça, retouchées. Fait que, puis je me souviens pas exactement de quel logiciel qui avait été utilisé là, pour les retouches. Donc, je ne sais pas non plus là, à quel point ils pouvaient leur demander des choses en particulier là, pour C'est sûr que les outils sont multiples et généralement accessibles assez facilement, fait qu'il y a plusieurs essais à faire. ouais. Euh, ouais, l'intérêt, c'est qu'on n'aura pas de réponse définitive, mais que vous avez été, à ma connaissance, une des premières organisations au Québec à se poser la question. Puis quand on en parlait, on a fait des recherches ensemble sur les différentes règles, normes de conduite qui avaient été établies par les regroupements d'archivistes ou les regroupements de professionnels des musées ou des fonds d'archives, et que présentement, il n'y a rien de plus que ce que vous avez remis en place, c'est-à-dire la transparence, l'éthique, toutes les interrogations qu'on doit avoir sur le bien fondé de cette démarche et l'utilité par rapport aux bénéfices qu'on en garde pour une publication ou pour l'histoire en général. On a une autre question. Est-ce que les photographies qui ont été retouchées sont conservées? Est-ce qu'elles sont classées avec la photographie originale? Est-ce que vous avez une cote différente pour ces nouveaux médiums qui sont créés, nouveaux médias qui sont créés? Ah, ben, en fait, pour nous, là, ça fait partie c'est dans les dossiers du projet, là. Donc, les photos retouchées ne se retrouvent pas dans notre collection d'archives d'aucune façon que ce soit, là. Donc, c'est vraiment dans les dossiers du projet. Puis, euh, à ce moment-là, si quelqu'un veut retourner voir là, les photographies à partir de ce dossier-là, il y aura les deux là, qui vont être à peu près au même endroit, là. On prendre connaissance de ce débat-là qui a eu lieu. Non, c'est un bon débat qui peut éclairer beaucoup de questionnements sur l'intelligence artificielle en général dans nos organismes, euh, génératives ou retouches pour les images, pour le texte. C'est un débat qui va se poser, puis vous avez le mérite d'avoir posé la question à l'interne, puis de nous en faire part. Merci beaucoup. Euh, Avez-vous d'autres outils à proposer pour effectuer des retouches sur les photos dans le cas où l'intelligence artificielle ne serait pas considérée comme appropriée? Est-ce que vous avez des logiciels plus classiques de retouche d'images, des interventions sur Photoshop, etc.? Ben, sur Windows, là, quand on ouvre une photo, puis on clique sur modifier, on peut choisir différents paramètres au niveau du contraste, etc. Il y a un outil qui est comme plus automatique aussi, qui va nous proposer une amélioration de la photo. Dans ces cas-là, on peut jouer avec l'intensité de ce paramètre-là. Ça Oui. fait que c'est quand même bien, là. Ça permet d'avoir des bons résultats facilement, rapidement, sans dénaturer la photo vraiment. Donc, ça ne va pas changer les traits de la personne du tout. On parle vraiment plus de contraste, d'intensité des couleurs, etc. Sinon, ben, ça reste de faire affaire généralement avec des graphistes professionnels là, qui ont un œil plus avisé pour ça, qui vont généralement utiliser Photoshop, etc. Là. Et après ça, ben, ça reste toujours les employés qui vont être les meilleurs juges là, à savoir si ça va trop loin ou pas. On parle aussi de Canva pour des retouches enlevées en arrière-plan. Euh, Probablement qu'on peut retenir que l'intelligence artificielle est un nouvel outil, puis comme tous les outils, on doit s'interroger sur la manière de le mettre en avant et de
de céder une image à cet outil ou d'en garder le contrôle. Donc, c'est très pertinent d'avoir fait cette expérience et de la partager. Je ne sais pas si on a d'autres questions. On a une question un peu plus globale qui pourrait servir de conclusion parce que je pense que personne n'aura la réponse. Louise Legault qui travaille avec des organismes environnementaux, du papier, beaucoup de papier. Que faire du papier? Aucune institution n'en veut. Que vont devenir les archives dans cette ère numérique d'intelligence artificielle, de numérisation de catalogues en ligne? Je pense que, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Marie-Chantal, Olivier et Gabriel, sur la question de l'invasion du papier dans nos archives. Ben, honnêtement, c'est de voir avec les centres d'archives du territoire. Là. D'habitude, on essaye de conserver ça dans leur lieu d'origine. Fait que nous, en tout cas, on l'acquiert le papier quand nos organismes du coin là, viennent nous porter leurs archives. Il faut évidemment, il y a un tri là, comme ça aurait dû être fait souvent en gestion documentaire, ben, on fait le même tri. Puis c'est quand même important de conserver. Ça fait partie de notre mission. Excellent. Olivier, allez-y. Ben, je pense que la numérisation est un bon moyen de partager et de conserver des archives, puisque ça donne un autre dispositif sur lequel ces archives sont présentes. Ensuite de ça, si les archives physiques ont une valeur de par le matériel sur lequel ils sont, évidemment, là, on essaie de les garder. C'est souvent le cas avec des photos, peut-être aussi des documents en particulier. Mais ouais, c'est au cas par cas. Puis, comme disait Marie-Chantal, il y a du tri, puis l'analyse à faire. Puis se rapprocher des centres d'archives et des sociétés d'histoire de votre localité. C'est une très belle conclusion. Si c'est une conclusion. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'était enrichissant. Euh, je vérifie qu'on n'a pas de questions, mais sinon je vous remercie à tous. Je vous laisserai aller manger si vous n'avez pas eu le temps de dîner. Et puis j'espère vous revoir nombreux et nombreux à notre prochaine formation qui vont être en fait 4 formations au mois de mars, tous les mercredis midi au mois de mars sur le développement philanthropique, comment bonifier et votre travail de recherche de subventions, de bonification des revenus autonomes, comment être un organisme agréé par l'Agence de revenus du Canada pour les organismes de bienfaisance. Euh, Vous allez trouver tout ça sur notre page, nos réseaux sociaux et notre page officielle. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci Chantal, Gabriel, Olivier, merci beaucoup.